Dans l'épisode de cette semaine, je te parle d'une chose dont personne ne parle pour la récupération et qui te permettrait de récupérer beaucoup plus vite de tes entraînements et d'éviter de sentir que tu n'as jamais assez récupéré. Je te parle plus précisément d'une étude de 2015 qui a complètement passé sous le silence dans le monde du fitness et je t'explique à la fin comment appliquer ça dans ton quotidien pour améliorer ta récupération. Plan de match pour aujourd'hui, numéro un, on va voir l'importance du HRV et qu'est-ce que le HRV. En deuxième lieu, on va voir l'étude de 2015 qui a passé sous le silence. Et en troisième lieu, on va regarder comment appliquer ça dans ta vie pour améliorer ta récupération. Donc, point numéro un, l'importance du HRV, qui est Heart Rate Variability en anglais, variation de la fréquence cardiaque en français. Si tu veux en apprendre encore plus sur le sujet, je t'invite à écouter l'épisode de la semaine dernière où j'ai reçu un chercheur qui étudie justement le lien entre le HRV et l'entraînement. Donc, si tu veux dig down encore plus, je t'invite à regarder ça. Mais on va y aller d'une courte définition pour cet épisode-ci. Là, le HRV, c'est la variabilité entre tes fréquences cardiaques. Ça veut dire que ton cœur, il ne bat pas de façon très précis à chaque comme seconde précis. Il y a une variation entre des battements cardiaques. Et ça, on appelle ça la variabilité de la fréquence cardiaque ou en anglais HRV. C'est une donnée qui est quand même très pertinente pour la récupération parce que ça nous donne des indications sur, je pourrais dire, la santé du système nerveux, la santé de la récupération de ton système nerveux, sympathique, parasympathique, dépendamment de comment tu prends ta mesure, avec quoi tu prends ta mesure, etc. Mais dans le cas où la majorité des gens ont des Whoop, des Oura Ring, des trucs comme ça qui mesurent le HRV, à ce moment-là, on va plus parler de l'activité du système nerveux parasympathique. Donc, vous avez le sympathique qui est en mode fight or flight, là, vraiment quand vous êtes activé. Et le parasympathique, c'est vraiment le mode de repos. Et cette donnée-là nous donne que plus ton HRV va être haut, exemple 150, plus tu vas avoir de capacité de disponible pour prendre du stress physique et psychologique. Et si tu as eu beaucoup de stress physique et psychologique, mettons la veille, et le lendemain, ton HRV est quand même resté haut, ça veut dire que tu as bien récupéré quand même de ça. Il y a plusieurs autres données qui peuvent nous donner d'autres pistes, là, mais pour qu'on s'en tient au HRV, si tu as eu beaucoup de stress physique ou psychologique la veille et que ton HRV est resté stable ou augmenté, ça veut dire quand même, c'est quand même un bon signe pour ta récupération. Et si ton HRV est plus bas, bien ça, c'est que tu es moins capable de prendre de stress physique ou psychologique. On peut le voir, je trouve que JP, le chercheur la semaine passée, a donné une excellente analogie. On peut le voir comme une carte débit où, exemple, que tu as un HRV de 50, c'est comme tu as 50 pièces de disponibles. Puis 50 tu le dépenses en stress physique et psychologique. C'est-à-dire, plus il est élevé, plus tu es capable de dépenser en stress physique et psychologique. Moins il est élevé, moins tu es capable de dépenser en stress physique et psychologique. Donc, notre but, lorsqu'on dit vouloir récupérer, bien, entre autres, c'est pas juste ça, bien évidemment, mais entre autres, ce serait de vouloir regarder cette donnée-là et s'assurer qu'elle soit stable, qu'il n'y ait pas trop de grosses drops dans notre quotidien. Et idéalement, si on voit que c'est quand même plus bas, ben, d'essayer de l'améliorer pour améliorer notre récupération et notre capacité à pouvoir prendre du stress physique ou psychologique. Comment on peut avoir cette stats-là de façon valide? Eh bien, il y a la WHOOP que j'ai, la Oura Ring, la Polar H10 et un ECG. Ça, c'est sûr que je sais, il y en a probablement d'autres, mais assurez-vous que ça soit validé scientifiquement votre outil. Parce que si ce n'est pas valide scientifiquement et que là, vous dites, ah, moi, mon HRV, c'est de 260, mais votre montre, elle vous a coûté 60$ sur Amazon, il n'y a pas de validité scientifique là-dedans, c'est comme on s'en crise de la stats, on ne le sait même pas s'il est vrai. Donc, assurez-vous que si vous mesurez l'HRV, au moins, vous avez quelque chose qui vous donne certitude que c'est vraiment vrai. Je tiens à dire avant qu'on bascule dans l'étude de 2015 que le HRV, c'est une mesure parmi tant d'autres pour la récupération. Donc, ça ne dit pas tout. Ce n'est pas une statistique, une donnée qui nous dit l'ensemble de notre récupération. Tu peux accumuler le plus de données possible, mais c'est quand même une donnée qui est importante, surtout au niveau du système nerveux, ta capacité à pouvoir prendre du stress physique et psychologique. Donc, on arrive dans le deuxième point, l'étude de 2015 qui a passé sous le silence. Ben, l'étude de 2015 a voulu regarder l'association entre le neuroticisme, qui est un des 5 traits de personnalité,
et le HRV. Le neuroticisme, c'est la sensibilité aux émotions négatives. Ça veut dire plus tu as un haut neuroticisme, plus tu vas avoir tendance à être sensible aux émotions négatives, et plus tu as un bas neuroticisme, moins tu vas être tendance d'être sensible aux émotions négatives. Pour l'étude, on parle de 1255 personnes, 542 hommes, 713 femmes, âge moyen 55 ans avec une moyenne d'âge de décor type de 11 ans. Ça veut dire qu'on pouvait aller jusqu'à 66 et jusqu'à 44. Ils ont récolté leur HRV au repos, leur HRV sous stress et leur neuroticisme au début de l'étude. Et après ça, ils ont fait une belle grosse analyse statistique de tout ça pour voir est-ce qu'il y a des associations entre les deux. Ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y avait bel et bien une corrélation négative entre le neuroticisme et le HRV. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une possibilité que plus tu as un haut neuroticisme, eh bien, plus ton HRV va être bas. Ou, parce que c'est une étude corrélationnelle, plus ton HRV va être bas, plus ton neuroticisme va être haut. Une étude corrélationnelle, on ne sait pas la direction de la relation entre les deux variables. Si tu veux avoir une meilleure idée de la direction entre deux variables dans des études corrélationnelles, il faut vraiment bien comprendre la théorie derrière tout ça. Si je l'analyse d'un angle du neuroticisme, pour moi, je trouve que ça fait du sens. Dans le sens où plus tu as un fort neuroticisme, tu as une tendance à avoir une sensibilité aux émotions négatives. Et des émotions négatives, ça augmente l'activité du système nerveux sympathique. Et on pourrait même dire que plus tu as d'émotions négatives, plus tu as de stress psychologique. Donc, plus tu vas avoir de stress psychologique et surtout s'il y a une façon inadéquate de les gérer, ces émotions-là, eh bien, ça peut définitivement fatiguer le système nerveux et affecter le HRV. Mais également, ça peut aussi être le fait que si tu as un faible HRV, c'est ce qui cause que tu as une plus grande sensibilité aux émotions négatives. Il y a définitivement l'amygdala au niveau du cerveau qui a un grand impact. Et ça a quand même été démontré en recherche que quelqu'un qui a un fort neurotisme versus faible neurotisme, ou même quelqu'un qui a un haut retrait ou une forte volatilité, qui sont des sous-traits de personnalité de ce trait de personnalité-là, il y a des différences. Donc, définitivement, il y a ça aussi, mais il y a également une possibilité qu'un faible HRV peut augmenter le neuroticisme. Ça, on ne le sait pas comme c'est une étude corrélationnelle. Mais mettons que je continue à aller du côté du neuroticisme parce que personnellement, je trouve que ça vaut plus la peine de se dire que ça va de ce bord-là. Est-ce que c'est vrai? Je ne le sais pas. Je peux-tu me tromper? Je peux me tromper. Mais l'affaire, c'est qu'on veut jouer au jeu d'améliorer notre qualité de vie, améliorer notre récupération. Ça me sert à quoi de me dire, ah, ben, c'est pas, c'est comme, vu que je ne le sais pas, je ne vais rien faire avec ça. Moi, je le sais, on l'a vu surtout dans le podcast la semaine dernière avec JP, que une des façons d'améliorer notre récupération, améliorer notre HRV, c'est la gestion du stress. Eh bien, le neuroticisme nous pointe directement vers là. Ça veut dire que si j'aime mieux mon stress, j'améliore mon HRV. Donc, moi, j'aime mieux d'y aller l'angle que le neuroticisme influence le HRV. Mais je peux absolument me tromper, mais je trouve que c'est plus applicable dans un quotidien pour monsieur, madame, tout le monde qui veut améliorer sa qualité de vie, puis qu'il n'a pas envie de se faire chier en disant, ah ben, mon HRV là, puis là, je pourrais peut-être manger un grain de riz. C'est comme, on va jouer au jeu que tu vas améliorer la gestion des émotions négatives parce que ça va améliorer toute ta vie au grand complet à la base. Puis ça, c'est quelque chose, je pense, que les gens aimeraient, avoir une meilleure qualité de vie. Puis en plus de ça, ben, ça va définitivement avoir un lien sur la récupération de la HRV. Par exemple, moi, je n'ai pas un grand HRV, je ne suis pas si pire que ça, mais je suis autour de 70-80. Puis mon neuroticisme est à 82 percentiles. Okay? Fait que j'ai un fort neuroticisme et pas un grand HRV. Versus ma cliente, elle a un HRV de 150 et elle a pas un très grand neuroticisme. Et elle s'entraîne pour faire un Ironman, puis tous ces entraînements qu'elle fait, si je faisais ça, honnêtement, je serais complètement batté. Donc, est-ce qu'on peut. Ça fait absolument du sens, l'étude de 2015, mais encore une fois, je vous dis, la direction de cette corrélation-là, ça reste à déterminer, mais je vais me focuser vraiment plus sur le volet neuroticisme, comme je trouve que c'est vraiment plus applicable, et ça a un ripple effect tellement plus énorme dans la qualité de vie des gens. Puis moi, je considère qu'on est ici sur Terre pour aimer notre parcours, puis avoir du fun dans la vie, puis vivre des choses qu'on aime. Je trouve que d'attaquer ce côté-là va avoir un bien meilleur ripple effect sur la qualité de vie des gens, puis à quel point ils vivent une vie qui leur ressemble avec des buts, avec des passions.
qu'améliorer un HRV. Donc, c'est pour ça que je vais prendre cet angle. Donc, comment appliquer ça dans ta vie pour possiblement améliorer ta récupération et ta capacité à prendre du stress physique et psychologique? Ça veut dire que ce qu'on cherche à faire, c'est de diminuer ton neuroticisme pour améliorer ton HRV et ta récupération. Le problème avec ça, c'est que tes traits de personnalité sont pas mal cristallisés après 18 ans. Il y en a qui bougent un peu, mais mettons que tu es à 80 percentiles de neuroticisme, tu finiras pas à 12. Ça, c'est clair. Ça peut bouger un petit peu, flexibiliser un peu, mais il n'y aura pas un énorme écart. Alors, c'est quoi la solution que je vous propose? Tu peux avoir un haut neuroticisme, donc une sensibilité à ressentir des émotions négatives, mais tu peux diminuer le load d'émotions négatives que tu accumules et qui va vraiment créer un grand stress psychologique. Ce qui va faire en sorte que dans ton quotidien, tu vas te comporter de manière moins névrotique. Donc, si tu passes un test de personnalité versus là, mettons, versus dans 5 ans après avoir fait ce travail-là, tu verrais qu'il y aurait probablement diminué sur le test parce que tu as développé des comportements alternatifs qui sont moins névrotiques dans le quotidien parce que tu as appris à gérer de façon adéquate tes émotions négatives. Donc, comment tu développes des comportements moins névrotiques dans ton quotidien? Numéro un, personne ne va être parfait ici. Hein? C'est comme la vie, c'est difficile. Là. C'est comme ça, c'est sur papier, ça, c'est théorique, mais dans la vraie vie, c'est un autre Christy de game. Donc, déjà là, on ne se met pas de pression. C'est normal que ce soit difficile dans certaines circonstances, plus difficiles dans d'autres. Le premier point, c'est qu'il faut gérer nos émotions négatives de façon adéquate. Le premier point, c'est de comprendre que les émotions négatives, ça ne veut pas dire qu'elles sont négatives, ces émotions-là. Ça veut dire qu'il y a un feeling attaché avec qui est négatif. Mais une émotion, ça envoie un message. Comment tu gères ça de façon adéquate? C'est que tu prends responsabilité du message que l'émotion t'envoie. Parce que c'est ça leur job en passant. Essayer de te jaser, essayer de te parler, de te dire wow, wow, hey, 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 il y a quelque chose, écoute-moi donc. Plus tu travailles fort à ne pas écouter ce message-là, plus tu vas vivre d'émotions négatives. Plus tu travailles fort pour ne pas vivre d'anxiété, plus tu vas vivre d'anxiété. Par contre, si tu veux diminuer ton lot d'émotions négatives, si tu veux diminuer ton anxiété, ça veut dire qu'il faut que tu prennes responsabilité du message que cette émotion-là essaye de t'envoyer. Par exemple, si tu viens d'avoir une augmentation de loyer et soudainement, l'anxiété te pogne quelque chose. Et là, tu te dis, OK, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le message que l'anxiété essaie de t'envoyer, c'est hey, peut-être, on va-tu l'avoir, l'argent, pour le payer, cette augmentation de loyer-là? Toi, à place de juste éviter ça, tu prends responsabilité de ce message-là. Tu vas vérifier tout ça, puis tu te dis, OK, oui, si on modifie ça, si je diminue mon épicerie là, on est correct, il n'y a pas de stress. Boum, tu viens de te servir de l'anxiété pour t'assurer que ça n'arrive pas et l'anxiété va diminuer. C'est exactement de cette manière qu'on joue avec l'anxiété et les émotions, entre autres. Parce que si à ce moment-là, tu avais décidé de respirer, faire de la méditation guidée ou juste, je ne sais pas quelle petite connerie sur Internet qui te disent, tu aurais augmenté ton anxiété. Parce que ton anxiété essaie de te dire, il y a de quoi qui pourrait arriver, puis ça ne tente pas. C'est pas de méditer, c'est de prendre responsabilité du message, désigner de quoi dans la vraie vie, pas que ça arrive. Puis après ça, l'anxiété, ça ne quitte pas à un claquement de doigts. Là, on peut utiliser des techniques de relaxation. Mais le but, c'est d'utiliser le message, discuter avec elle, puis prendre responsabilité dans le moment présent. Hein. Donc, pour diminuer ton load d'émotions négatives, tu dois apprendre qu'est-ce que chaque émotion négative essaie de te dire. Apprendre à discuter avec eux autres, avoir une bonne relation avec eux autres. Prendre responsabilité des responsabilités qui doivent être prises. Parce que c'est pas vrai que leur analyse est tout le temps juste. Mais c'est parce qu'il faut que tu prennes responsabilité de ça pour voir si l'analyse est juste. Et agir dans la vraie vie selon ce qui doit être fait. Si tu fais ça, tu diminues définitivement ton load d'émotions négatives et tu vas indirectement impacter ton HRV et ta récupération. Je tiens à dire, par exemple, de ne pas jouer au héros. Pas parce que je viens de dire que si tu évites, ça augmente, qu'il faut que tu arrêtes d'éviter tout. Il faut être intelligent dans nos façons de jouer avec ça. Si ce que tu t'apprêtes à faire te donne un niveau d'anxiété de 8 sur 10, on ne joue pas au jeu d'aller s'exposer là. Il faut toujours rester en bas de 4-5 sur 10 de feeling anxieux. C'est là où c'est une belle zone de travail où l'anxiété, quand tu vas t'y exposer, ça va diminuer puis tu vas être comme je suis correct. Si tu es à 8-9 sur 10, ton cerveau, il a juste envie que ça finisse puis il n'a rien appris que c'était correct. Donc, je trouve ça quand même fou de se dire que lorsqu'on fait du travail de développement humain comme ça, avec nos traits de personnalité, on apprend à mieux gérer nos émotions négatives, ça a un impact énorme sur notre vie, sur à quel point on est capable de suivre notre plan alimentaire, qu'on est capable de faire nos workouts. Mais ça peut même aller également, possiblement, jusqu'à améliorer notre capacité à récupérer, notre capacité à tolérer du stress physique et psychologique dans nos objectifs fitness. Si tu veux en apprendre plus sur le neuroticisme ou bien la psychologie en général du développement humain, je t'invite définitivement à
nous rejoindre dans le Muscle Lab, qui est une plateforme 100% gratuite avec des formations de développement humain, des lives à toutes les 2 semaines où on parle, des in, des out de tout ça. Donc, si jamais ça t'intéresse, le lien est dans la description. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast avec un invité que vous connaissez bien, Mathieu Bouchard. Très hâte de vous montrer cet épisode-là. On se voit la semaine prochaine, 5 heures. Bye!